à tous et bienvenue dans l'analyse complète de l'incroyable, formidable et on manque de superlatifs pour parler de l'épisode final de la saison finale partie 2 de l'attaque des titans. Ça y est, c'est officiel, on peut enfin vous en parler. La partie 3 de cette saison finale de l'attaque des titans sortira en 2023. Alors, je sais que vous avez beaucoup de questions. Non, ce ne sera pas un film. Oui, ce sera bel et bien une partie 3 pour cette saison finale. Et oui, ce sera la dernière puisqu'elle va clore définitivement l'attaque des titans et ira jusqu'à la toute fin, jusqu'au tout dernier chapitre. Cependant, vous le verrez, le format sera quelque peu différent des deux premières parties. À partir de maintenant, l'attaque des titans rentre dans sa phase finale. On va avoir que du bon et il est l'heure de parler d'un des épisodes les plus importants de toute la série. Mais juste avant, pour ceux qui ont loupé l'information, sachez qu'on sera le 17 et 18 avril en Suisse, à Montreux, à la Polymanga. Alors si vous voulez parler avec nous d'un génocide mondial, eh bien ce serait avec plaisir. Rendez-vous à la Polymanga, on a hâte de vous rencontrer. Enfin, c'est avec émotion que j'annonce le dernier placement de produits de cette saison. Merci à tous pour votre patience les concernant, ça nous aura énormément aidé et surtout que celui-ci risque de vous plaire, car c'est du SNK. C'est en examinant la matière du mur Maria qu'Angie Zoé fit une étrange découverte. Le mur était en réalité de la même matière que les coques de téléphone Rhino Shield. Oui, voici la gamme officielle des coques de téléphone Shingeki no Kyojin en collaboration exclusive avec les 9 titans primordiaux. Guerriers, soldats, titans et Ackerman, rendez votre téléphone et vos AirPods aussi forts et résistants que le cuirassé, en lui offrant une défense quasi impénétrable parmi la toute nouvelle collection testée et approuvée comme résistante aux explosions du colossal et surtout aux tirs du bestial. Comme le féminin et le marteau d'armes, enveloppez votre téléphone dans un véritable cocon. Mais attention, comme pour toute rigidification, Rhino Shield ne rend pas votre téléphone invulnérable aux griffes et dents du mâchoire. Fine, élégante et personnalisable, comme le charrette, emportez partout avec vous votre coque unique. Et grâce à sa technologie révolutionnaire, plus besoin d'utiliser l'assaillant pour voir dans le futur. L'avenir, à la fois résistant et flexible, se trouve déjà entre vos mains. Alors, foncez dans la description pour profiter de moins 10% sur tout le site avec le code KAMALEKITA et découvrez la nouvelle coque Clear Case 100% transparente, personnalisable et toujours aussi résistante. Mais surtout, disponible dans plusieurs autres collections comme One Piece, Dragon Ball Z, Star Wars et même Marvel. Vous l'avez donc compris, que vous soyez pour la grandeur d'Eldia ou la suprématie de Mar, il est évident que cette collection est primordiale. Ans après l'apparition du titan colossal face à l'humanité, l'humanité contre-attaque grâce au titan colossal. Pour avoir pris sa mère devant ses yeux, Eren Yeager s'apprête à faire subir au monde entier ce qu'il craint le plus, l'attaque des titans. Bonjour à tous, voici le titan assaillant et bienvenue dans l'analyse complète du 87e épisode de Shingeki no Kyojin. Si vous voulez connaître tous ces secrets et vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit. Et le tout, sans aucun spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti. Eren, お前が地下室に行かなくてはならないことを。何も捨てることができない人に何も変えることはできないだろう。何を求めてんだよお前は。謝ってほしいのか。そのままわめき続けてろ。ケリー。なんかのどうだった。リヴァイ。進む。ありがとう。待っていたんだろう。この悪魔と戦ってほしい。ずっと。お坊さん。2000年前から見ててくれよ。誰かを。これが海の向こう側なんだよな。Quatre années s'étaient déroulées depuis que Eren avait pointé du doigt la mer et ses ennemis qui se trouvaient de l'autre côté. Nous l'avions retrouvé 4 ans plus tard, seul à Revelio. Nous savons donc maintenant tout ce qu'il s'est déroulé durant ces 4 années. Après avoir exterminé tous les titans sur Paradis, le bataillon d'exploration a fait la rencontre des mercenaires de Sig Yeager. Des mercenaires venus pour aider Eldia à se développer. Et surtout, à lui faire rencontrer les Azumabito. C'est donc durant la seconde année que Madame Kiyomi Azumabito, habitante d'Izul, vint leur expliquer toute la géopolitique du monde, tout son savoir-faire et surtout leur exposer le plan de Sig Yeager.
その期間における始祖および王家の血を引く巨人両者の継続的な維持。ジークは獣の巨人を王家の血を引く者へと継承。その者は13年の任期を終えるまで可能な限り子を増やすこと。争う必要も逃げる必要もない。この島が生き残る一番堅実な方法があれば、私はそれに従う。Un plan qui aujourd'hui est évoqué à nouveau à travers les paroles d'Historia et qui, on vous le rappelle, servait à mettre fin à toutes les horreurs en utilisant une arme de dissuasion massive, celle du grand terrassement. En effet, vous savez que depuis maintenant 111 ans, le grand terrassement ne peut pas être déclenché s'il est dans la famille royale, puisque le détenteur de sang royal va préférer se donner la mort plutôt que d'attaquer ses ennemis. C'est le pacte de non-agression instauré par le 145e roi d'Eldia, Karl Fritz. Cependant, si nous divisions les pouvoirs, à savoir l'originel et le sang royal, il suffit que 2 personnes rentrent en contact pour activer le grand terrassement. Le plan consistait alors à tuer Eren Yeager et à faire hériter à une personne plus docile les pouvoirs de l'originel afin de les faire hériter dans sa famille de génération en génération pour pouvoir toujours garder la mainmise sur l'originel, tandis que de l'autre côté, il suffisait de faire manger Sig Yeager à Historia Fritz afin qu'elle puisse obtenir un titan tout en étant de sang royal et également de son côté faire des enfants et se faire dévorer par ces derniers. Ainsi, de génération en génération, Eldia aurait les 2 familles et pourrait dire au reste du monde entier qu'à n'importe quel moment, ils peuvent les faire se rencontrer, les toucher et déclencher le grand terrassement. Seulement, vous l'avez compris, avec le temps, ce plan n'était qu'un plan postiche et le véritable plan de Sig Yeager était en réalité celui de l'éradication douce, de l'euthanasie. Sig Yeager, malin comme il est, pensait donc doubler tout Eldia avec ce second plan secret. Mais en réalité, lui-même se faisait déjà doubler par son frère Eren Yeager, qui faisait croire aux mercenaires qu'il était pour le plan d'euthanasie. Il disait à Helaena qu'il était d'accord, mais disait en secret à Flock Forster, le seul qui était avec lui et qui ne le trahirait jamais, qu'il était en réalité pour Eldia depuis le début, qu'il n'allait jamais castrer la population et que au contraire, il allait détruire celle du monde entier. Eren cacha donc ses intentions durant tout ce temps et en parallèle, Eldia, durant la 3e année, continua de se développer et de se moderniser à l'aide des mercenaires et des Azumabito, en créant un chemin ferré, un port et en possédant même un hydravion. Alors maintenant Eldia modernisé et sécurisé, il ne manquait plus qu'au bataillon d'exploration de quitter l'île et de partir explorer le monde. C'est ce qu'il s'est passé durant la 4e année. Alors, une fois Eldia sécurisé et modernisé, il ne manquait plus qu'au bataillon d'exploration de faire ce qu'il fait de mieux, sortir de son île, découvrir le monde, sortir du bois. Élément propre à la narration d'Hajime Isayama, une nouvelle fois, on retrouve l'absence totale de manichéisme. Eren le disait à Reiner, toi et moi, on est pareil. Et alors on se rend compte ici vraiment de la situation. Les soldats comme les guerriers sont exactement les mêmes. On retrouve les mêmes scènes dessinées et adaptées par Mappa. Des soldats qui s'achètent à manger, qui sont heureux, qui découvrent la chose. Juste, ils vivent en fait. Et pour le coup, on voit que c'est exactement la même chose. Depuis des années, on insiste beaucoup sur le conflit et le miroir entre soldats et guerriers qui se font la guerre et qui pourtant sont les mêmes. Mais cette tolérance ici s'adresse également à un tiers acteur, à un autre peuple. Ce peuple, c'est celui des habitants du Moyen-Orient, vous savez, finalement c'est ceux contre qui Mar a fait la guerre dans l'ouverture de la partie 1 de la saison finale. On comprend que le monde est très gris, où on les voit tous réunis dans la flotte mondiale pour pouvoir affronter le grand terrassement, alors que, et à miroir des problèmes de notre monde, il y a pléthore de tentes qui touchent les villages, les gens le disent, ce sont des immigrés. On a ici un auteur qui, comme à son habitude, est extrêmement engagé sur les problèmes politiques contemporains, que ce soit ceux de notre histoire, vous savez, avec tout le fascisme de la Seconde Guerre mondiale, ou alors que ce soit aujourd'hui sur les problèmes axés vis-à-vis de l'immigration, et du coup, de l'acceptation de l'autre. Tous ces gens-là qui, comme le dit Eren, sont des parias, et c'est aussi un beau message de mettre le héros principal, dire que ces gens-là sont des parias, que ce sont des gens victimes de la guerre, qu'on leur a privé de leur liberté. Et il n'y a rien de pire que de priver quelqu'un de sa liberté. Ce petit garçon, vous l'avez déjà vu, puisque les plus attentifs d'entre vous l'ont déjà repéré dans l'épisode 4 de cette saison finale partie 2, dans les souvenirs même du futur d'Eren. Ce garçon, aujourd'hui, il fait quelque chose de mal, il vole
de l'argent. Et ce petit garçon, c'est quand même aussi le reflet d'une petite fille il y a 2000 ans. Les deux petits pointés du doigt pour leurs fautes, qui vont être punis gravement. Et ces fautes qui vont créer l'histoire, cet enchaînement de conséquences terribles qui vont créer les malheurs d'aujourd'hui. On se rend compte donc que c'est par des petits détails, par des gestes du quotidien que les erreurs du passé se répètent encore et encore, mais que ce cycle peut être arrêté par ceux uniquement qui font preuve de tolérance, par ceux qui sont sortis de chez eux et qui ont eu le courage de découvrir l'autre. On a donc la réponse du flashback de Jean dans le précédent épisode, vous vous rappelez, il se souvenait du reste du monde. Et c'est là tout le paradoxe au final du comportement humain qui est peint dans Shingeki no Kyojin. Parce que Jean, il veut sauver le reste du monde parce qu'il s'est souvenu de ces personnes-là qui vivaient de l'autre côté de la mer et veut donc arrêter à tout prix Eren. Mais Eren, lui, veut détruire le reste du monde et donc ses mêmes habitants pour protéger et aider Jean. Au final, Angie Zoé le dit dans cet épisode que l'exploration commence parce que le véritable rôle premier du bataillon d'exploration est tout simplement de protéger l'humanité. これこそが元より我々に課せられた仕事と言える。調査開始だ。 Alors qu'on pensait que le bataillon allait s'écraser face aux exigences de Sigegger, alors qu'on savait qu'Eren se jouait de son frère, en réalité il y avait quand même de l'espoir, celle du pourparler, celle du pacifisme. Et en effet, après avoir aidé Eldia, Madame Azumabito donnait rendez-vous au bataillon chez elle, de l'autre côté de la mer, afin de participer au congrès international, celui où le syndicat des Eldiens est présent, celui qui est le front de la défense des droits des Eldiens mondiaux. En effet, depuis peu, certains Eldiens des camps maintenant en sortent pour faire 2-3 galipettes avec les habitants du reste du monde, ce qui crée un métissage colossal et de ce fait encore plus de victimes des Eldiens des murs. En effet, rappelez-vous, lorsque le roi Fritz, il y a 111 ans, a décidé de s'exiler sur son île de paradis, il a laissé en offrande une grande partie de son peuple, victime, martyr, qui va être servi de réceptacle, mais également d'exutoire à toute la haine d'un peuple xénophobe. Et de ce fait, aujourd'hui, nous comprenons cependant que les titans ne sont plus la grande menace qu'ils étaient. Rappelez-vous, c'était quand même l'enjeu principal de la partie 1 de cette saison finale, c'est que l'aéronautique prend le dessus. Les titans ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils n'étaient, entre guillemets, et de ce fait, les Eldiens commencent à flipper. Ils se disent que dans les camps, maintenant, si on n'a plus besoin d'eux, on va rapidement les exterminer. C'est normal, ils ne servent qu'à ça, d'autant plus qu'ils sont absolument répugnants pour le reste du monde. Donc s'ils ne sont plus nécessaires à la guerre, à quoi servent-ils? Cependant, il faut comprendre que la position du syndicat de la défense des Eldiens est très délicate et que son argumentaire premier, finalement, pour défendre le droit des Eldiens, ça va être encore une fois et toujours, et c'est là que l'attaque des titans est quand même magnifique, c'est de pointer du doigt les Eldiens des murs pour leur adresser toutes les fautes. Et ça, on peut pas le reprocher parce que c'est un argument de choix. Et la preuve, toute la chambre applaudit. En finale, c'est vrai, on peut aider ces Eldiens-là qui ne sont que des victimes, que des martyrs du choix terrible de Karl Fritz et des Eldiens qui sont des démons, etc. Et je trouve ça magnifique de voir Eren Yeager à ce moment-là partir, parce que Eren, il est allé jusqu'au bout du monde. Il est allé jusque dans la chambre entendre le monde entier réuni pour défendre les Eldiens. Il y est allé, il a pris le bateau, il s'est dit « je vais aller écouter le pacifisme jusqu'au bout ». Et alors quand il a entendu que, après tous ses efforts, l'argument pour sauver les Eldiens, c'est d'attaquer les Eldiens, il est parti. Et à partir de ce moment-là, Eren, littéralement, nous a quittés.
Angie Zoé, contrairement à Erwin Smith, est une pacifiste et il est super émouvant de la voir dire à chaque situation qu'ils doivent faire de leur mieux, qu'ils doivent tout tenter pour à chaque fois apporter la paix et non pas forcément toujours déclarer la guerre et répéter les erreurs du passé. On voit donc qu'ils tentent la politique et ce qui est catastrophique, mais vraiment totalement catastrophique, c'est terrible de voir leur propre sang, leur propre race pour le coup, eh bien se retourner contre eux, juste à cause de l'ignorance. Personne ne sait durant plus d'un siècle ce qui se passe sur cette île. Et c'est ça tout le problème, c'est ça que veut nous faire comprendre Hajime Isayama. Il faut partir, il faut découvrir le monde et il faut découvrir l'autre avant de le juger. C'est incroyable de voir que dans ce manga, tout le long, on aura parlé de démons insulaires, que c'est leur faute, que c'est tout ça tout. Et c'est à cause de ce discours-là, du début jusqu'à la fin, qu'on crée des tueurs de masse, qu'on crée la vengeance, qu'on crée la haine. Et pour le coup, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible de voir les Eldiens se dire c'est leur faute à eux, alors que eux, ils sont dans la salle. Ils sont dans la salle, ils sont présents et ils peuvent rien dire. Alors forcément, on comprend Eren Yeager. Pendant ces 4 années, Eren a changé, Eren a évolué. Ou peut-être pas. Peut-être que Eren est toujours le même. Peut-être qu'au final, nous n'avons jamais vraiment compris Eren Yeager. Peut-être qu'il avançait tout seul dans cet abîme sans que les gens ne comprennent où est-ce qu'il allait. Et c'est d'ailleurs le reproche principal que Mikasa peut se faire à elle-même, peut faire à Armin et peut faire à ses amis. C'était que personne ne l'a vu venir. Eren est troublé. Eren déambule dans les rues de Mar et ne voit pas les mêmes choses que nous, puisque en effet, il est doublement perdu dans le temps. Toutes les temporalités s'entremêlent, puisque vous savez à travers les pouvoirs de l'assaillant que le temps n'a plus de sens. Mais aussi, il a les mémoires de son père, les souvenirs, il sait ce qu'est une crème glacée, cependant il n'en a jamais goûté. Tous ses sens sont perdus, et alors, il voit la même scène que nous, cependant, elle n'a pas les mêmes couleurs. Il ne s'est pas passé les mêmes choses. Voilà pourquoi Eren dit qu'il ne s'est toujours rien passé. Parce que Eren sait, il va se passer quelque chose, et lorsqu'il regarde ses tentes, lorsqu'il regarde ses maisons, lorsqu'il regarde ses gens, il ne les voit pas pareils. Les maisons sont détruites, les tentes défaites, et les gens à terre. Mais plus encore, Eren est triplement perdu dans le temps. Passé, présent et futur. Parce que la ville dans laquelle il déambule est à la fois celle de son père, et donc pas la même, celle du présent, où il est là en ce moment même avec ses amis, mais aussi exactement la même plus tard, qui sera détruite par le grand terrassement. Et sachant tout cela, Eren, face à ce petit garçon, se met à pleurer. 自分を信じるか俺やこいつら調査兵団組織を信じるかだ俺には分からないずっとそうだだからまあせいぜい悔いが残らない方を自分で選べ Il n'y a ni de bon ni de mauvais choix. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'en faire puisque personne ne peut savoir comment les choses vont se dérouler. Cette phrase, c'est le véritable motto de Levi Ackerman tout au fil de la série. Et Mikasa, également Ackerman, elle, ne peut pas s'empêcher de regretter, de se poser la question. Si ce jour-là, elle avait dit autre chose, si ce jour-là, elle lui avait dévoilé ses sentiments, est-ce qu'il en aurait été autrement? Parce que comme on vous le dit, Eren est perdu dans le temps grâce au pouvoir de l'assaillant. À ce moment-là, il avait déjà embrassé la main d'Historia et donc sait absolument tout ce qu'il va se dérouler comme il sait déjà tout ce qui s'est déroulé. Et donc, à ce moment-là, bien qu'il ne l'a toujours pas eu, il a en réalité déjà eu la discussion avec son frère Stig Yeager qui lui a raconté la vérité sur les Ackerman. Et donc, alors qu'il ne le sait pas encore parce qu'il n'a pas encore eu la discussion, il le sait déjà et pose la question à Mikasa et lui demande « Qu'est-ce que je suis réellement pour toi ?» 東洋人である母の一族は人種の違いからか町に居場所を失い、なぜアッカーマン家が迫害されていたのかは分かりません。お前ある時突然力に目覚めたような感覚を経験したことがあるかその瞬間が俺にもあった Il y a 2000 ans, l'on raconte que la famille royale Fritz, pour se défendre des 8 autres familles de primordiaux, créa une arme biologique, des êtres humains qui deviendront leur épée et leur bouclier, le clan Ackerman. Seulement, il y a 111 ans, le 145e roi Karl Fritz, qui venait de recevoir le titan originel, découvrit 2 millénaires d'horreurs perpétrées par ses ancêtres et décida de s'exiler sur l'île de Paradis.
Là-bas, il effaça la mémoire de son peuple pour le rendre docile et lui faire oublier le reste du monde comme l'histoire de leur empire. Seulement, les Ackerman, eux, créés artificiellement, étaient immunisés à l'effacement de mémoire, et Karl Fritz décida alors de les traquer pour tous les exterminer, pour que la vérité soit enterrée, obligeant donc le clan à se cacher et à vivre reclus de la société. Certains allèrent dans la ville souterraine et d'autres en montagne. Un siècle plus tard, c'est sur son lit de mort que le tout dernier Ackerman, au courant de la persécution envers sa famille, raconte tout à son petit-fils Kenny. Fou de rage et voyant son grand-père mourir dans la pauvreté et la maladie, Kenny décide de traquer la descendance du roi Fritz pour venger sa famille. Uli Rice, véritable roi d'Eldia en secret, est démasqué par Kenny qui tente de l'assassiner. Seulement, en se transformant en titan, le roi trop puissant immobilise l'Ackerman qui pourtant persiste, la vengeance étant dans son sang. Mais Uli, connaissant les 2000 ans d'histoire grâce au titan originel et donc de la purge ordonnée par son grand-père, supplie Kenny de le pardonner pour les fautes de ses ancêtres. Et alors se reproduit le phénomène unique aux Ackerman, appelé l'éveil, activant leur véritable nature enfouie, faisant disparaître leur esprit humain pour faire naître le soldat. La nature Ackerman reprend le dessus, le clan artificiellement créé n'oublie pas ses origines cachées dans son sang. Kenny reprend alors son rôle, celui de garde royal. Plus tard, Kenny retrouve sa sœur Kutchel morte. Cette dernière, cachée dans une ville souterraine pour être à l'abri de la purge, laisse derrière elle son fils unique, Levi Ackerman, qu'il décide alors d'élever seul. Plus loin, près du district de Shiganshina, une asiatique, peuple aussi immunisé à l'effacement de mémoire car descendante du shogun allié à la famille royale depuis des siècles, tombe amoureuse d'un Ackerman aussi en fuite. Les deux se réfugient dans une forêt, ainsi vient au monde la petite Mikasa Ackerman. Des années plus tard, alors que Kenny abandonne Levi qui devient un bandit dans la cité souterraine, les parents de Mikasa sont cruellement assassinés par des trafiquants. Mais cette dernière est sauvée par Eren Yeager, fils du médecin de la famille qui tue les ravisseurs, hurlant à la petite fille de 9 ans de se battre à son tour pour survivre. Totalement apeurée, faible et traumatisée, Mikasa se transforme. Pour la toute première fois, nous avons droit d'observer l'éveil d'un Ackerman, véritable courant électrique parcourant son corps, réactivant ses cellules enfouies. Le sang qui circule dans ses veines l'oblige à se battre et à protéger celle qu'elle pense être son capitaine, son roi, Eren Yeager. Plus tard, Levi Ackerman, tentant d'acheter sa liberté à lui et à ses amis, s'enrôle dans le bataillon d'exploration et fait la rencontre d'Erwin Smith. Alors que ses deux amis meurent devant ses yeux, fou de rage, il tente d'assassiner son chef. Mais comme pour son oncle avec Uli, le destin joue un tour et le charisme naturel et fédérateur d'Erwin Smith refait naître en Levi ses origines qui décident de le suivre dorénavant aveuglément. À ce moment-là, les trois derniers Ackerman encore en vie ont leur maître. Uli Rice pour Kenny, Erwin Smith pour Levi et Eren Yeager pour Mikasa. Voici toute l'histoire qu'apprit Eren Yeager lorsqu'il rencontra son frère sur le continent Mar. うまい嘘のつき方を知っとるか。時折事実を混ぜて喋ることじゃ。 Des années plus tard, Eren Yeager, au courant grâce à son frère Sig venu de l'autre côté de l'océan, raconte à Mikasa la véritable nature et origine de sa famille, la provoquant pour tenter de lui faire abandonner son lien de soumission. Mais alors, les Ackerman posséderaient-ils leur libre arbitre? Est-ce que comme ses ancêtres, Mikasa peut se retourner contre son maître? Est-ce que toute cette histoire ne serait pas seulement une légende? La famille Ackerman étant en réalité une famille humaine, réellement à l'époque proche du roi, mais non artificielle. Véritable histoire ou fabulation? Mythe ou réalité? Étrangement, c'est au moment même où la boucle est bouclée que tout s'entremêle et que plane le doute sur le mystérieux clan Ackerman. Les migraines seraient justement la métaphore d'une perte immense, d'une douleur liée à une trahison, et concernant l'obligation de protéger un être cher, ce serait alors seulement le sentiment le plus humain de tous, l'amour. Au final, on vous l'a répété souvent, dans un monde en guerre, dans le monde de Shingeki no Kyojin, l'amour n'a pas sa place et les personnages ne vont pas réussir à l'exprimer et vont carrément aller sortir des mythes anciens en racontant que ceux qui sont amoureux sont au final esclaves d'un maître et que c'est dans leur sang et que c'est en fait des armes biologiques créées il y a 2000 ans par les familles. C'est un délire, des losers. C'est un délire parce qu'ils n'arrivent tout simplement pas à exprimer leurs sentiments parce que l'amour, comme la tolérance et comme le dialogue, nous l'avons vu, n'a pas sa place. On n'a pas le temps d'exprimer nos sentiments et on n'a pas le temps de parler à l'autre. Alors forcément, eh bien Mikasa est incapable de dire ce qu'elle pense parce qu'elle n'a jamais été élevée comme ça. Elle a été élevée que par la peur et la guerre. Et alors Mikasa, comme Levi et Eren avant elle, doit faire des choix et
elle le regrette. Et qu'est-ce que veut nous raconter Hajime Isayama dans tout ça? C'est que oui, avec un si, on peut changer le monde. Mais si un jour vous avez la possibilité de dire je t'aime à quelqu'un, vous pouvez peut-être le sauver. エレン、あなたは自分が何をやったか分かってるの？あなたは民間人を殺した。子供も殺した。もう取り返しがつかない。Alors Eren nous a quittés. Oui, parce que Eren sait exactement là où il va. En effet, lorsque Eren a quitté cette chambre il y a 1 an, Mikasa le dit, c'est à partir de ce moment-là qu'il nous a quittés. Une double lecture très importante, puisque en effet, à partir de ce moment-là, Eren est parti tout seul. Il a infiltré les forces ennemies pour mieux les attaquer en son sein. Tout ça pour la guerre. Tout ça pour, selon lui, arrêter le cycle de la haine et de la vengeance. Tout ça pour détruire le monde à un point tel qu'il en supprimerait l'histoire et tous ses mots. À ce moment-là, Eren nous a quittés parce qu'il n'était plus dans cette chambre. Et Eren nous a quittés parce que tout ce qu'on connaissait d'Eren nous a quittés. C'est pourquoi lorsque Mikasa arrive sur son titan lors de l'épisode 6 de la partie 1 de la saison finale, elle lui dit s'il te plaît, rentre. S'il te plaît, rentre à Paradis, rentre chez nous, mais également reviens-nous. Reviens Eren parce que tu nous manques. Cependant, peut-être ce qui fait défaut à Mikasa, c'est de ne pas avoir compris qu'Eren n'a jamais changé. どこからが始まりだろう。あそこか。いや、どこでもいい。 Quand est-ce que tout cela a commencé? Peut-on seulement trouver un point de départ à l'histoire ou réussir à borner les horreurs de ce monde? Car s'agit-il du début de notre histoire ou bien du début de l'histoire? Il y a 9 ans, un jeune garçon se réveillait en sursaut d'une vision qu'il n'avait même pas encore contemplée. Il y a 2000 ans, une petite fille à qui l'on a tué la famille et coupé la langue s'est vue jugée coupable d'avoir libéré des cochons de leurs enclos. Mais n'y a-t-il rien de plus insupportable que du bétail en cage? L'histoire n'est donc qu'une succession de conséquences. Alors, ce qui s'apprête à arriver est la conclusion de 2 millénaires de trop lourdes conséquences. Pour saisir l'état d'esprit d'Eren et s'engager pleinement dans la partie finale de l'attaque des Titans, il est nécessaire de comprendre les pouvoirs de l'assaillant et la non-linéarité du temps qui l'accompagne. En effet, pour celui qui peut voyager dans le passé, le temps n'est plus cette ligne droite continue, mais la coexistence de plusieurs époques en simultané. Oui, pour Eren, le temps n'a plus de sens. Il y a 2000 ans, les Titans naquirent des pouvoirs de la grande prêtresse Ymir, esclave de la famille royale Fritz pour des raisons inconnues. Le titan originel conçut alors sous ses ordres 8 titans primordiaux. Seulement l'un d'entre eux, le titan assaillant, fut conçu à l'inverse de ses 7 pairs dans un but différent et sans que la famille royale ne le sache, parce qu'il est en réalité la volonté d'Ymir de contrecarrer l'égocentrisme Fritz. En effet, il est précisé par Sig Jäger qu'Ymir est une esclave éternelle et que même après la mort de la famille royale, elle décida de concevoir en secret un titan belliqueux. Rebelle, parasite, brouilleur et perturbateur. C'est le titan assaillant. Ymir décida d'implanter en secret un pouvoir que la famille royale elle-même ne pourrait jamais découvrir, et cela même en 2000 ans d'histoire. D'où la surprise de Frida lorsque Grisha le lui révèle. Pour cela, qu'un seul pouvoir possible, la fatalité. Nous savons que chaque primordial est capable de voir les souvenirs de ses prédécesseurs, comme Porco avec Marcel via le mâchoire ou encore Armin avec Bertholdt via le colossal. Seulement, l'assaillant, lui, est en mesure également d'apercevoir les souvenirs de ses futurs détenteurs, à condition qu'il les lui montre. En d'autres termes, le titan assaillant peut observer le futur. Ce pouvoir, seul Eren Yeager en 2000 ans l'utilisa, car étant le dernier détenteur de l'assaillant de l'histoire. Car comprenez bien, le pouvoir de l'assaillant n'est pas de voir le futur directement, mais d'observer seulement les souvenirs du prochain détenteur si celui-ci l'accepte, permettant alors ainsi de voir l'avenir. En effet, il ne peut exister qu'un seul futur. Et donc, si Eren Yeager montre ici ses souvenirs au passé,
alors ce même passé se construira autour d'eux, car sinon ils n'existeraient pas. C'est la fatalité. À partir de cet instant, Eren rentre donc dans un nouveau niveau de connaissance. Nous connaissons tous l'Homo sapiens, à savoir l'homme qui sait. Comme les animaux, il est conscient. Ensuite vient l'homme sapiens sapiens, l'homme qui sait qu'il sait, à savoir l'être humain, car vous êtes tous conscients du fait que vous êtes conscients. Eren, lui, est l'unique Homo sapiens sapiens sapiens. Il sait qu'il sait qu'il sait. Oh, ただし自分で自分の背中を押したやつの見る地獄は別だ。その地獄の先にある何かを見ている。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは進み続けた者にしかわからない。 Le temps n'a pour l'assaillant pas plus de sens que les horreurs qui l'accompagnent, car pour celui capable de remonter le temps, en chercher l'origine reviendrait à se trouver lui-même, là-bas, au fond de l'abîme et à la fin des temps. Ainsi, les souvenirs s'entremêlent et le temps se dessine sous le signe du chasseur, car tout ce qui ne s'est jamais déroulé dans l'histoire le fut parce que Eren Yeager en a décidé ainsi. De ce fait, comme l'histoire semble être une boucle et un paradoxe temporel, nous sommes en droit de nous demander, comme le personnage principal, quand est-ce que tout cela a commencé? Qui a jeté la première pierre? Était-ce quelqu'un dans un passé lointain ou dans un futur qui n'a toujours pas eu lieu? En se questionnant, Eren saisit donc que pour lui, l'histoire n'a ni point de départ ni point d'arrivée, car parmi les souvenirs dont il nous fait part, et comme Kruger citant autrefois Armin et Mikasa, certains souvenirs ne se sont toujours pas déroulés, certains font partie de l'avenir. Manipulant donc son entourage et revisitant le passé, le chasseur écrit autant l'histoire dans le fond que dans la forme, profitant de la ferveur de Flock Forster pour sa nation, tout comme le fanatisme de Yelena pour son grand frère. Eren divise l'information pour mieux terrasser. この島が生き残る一番堅実な方法があれば、私はそれに従う。私たちのしたこと後悔するわけにはいかないから、私はそれで十分だよ。お前が良くても俺は違う。え？ Cependant, le vœu le plus cher de l'oiseau né dans une cage est de s'assurer que plus jamais l'homme ne devienne du bétail, attendant la mort aux portes de son enclos. Pour cela, Eren se battra quitte à affronter les idéaux de ses amis. En effet, comme il nous l'a montré dès son plus jeune âge, il n'existe pour lui rien de plus révoltant qu'une personne qui essaie de voler la liberté de quelqu'un d'autre. Incapable de faire des compromis, Eren ne peut donc se résoudre à laisser mourir ses amis comme des animaux, à commencer par Historia, vouée à être dévorée comme du bétail. Pourtant, avec la sécurité du grand terrassement comme arme de dissuasion, Eldia aurait pu peut-être vivre en paix. Historia était décidée à se laisser mourir afin de transmettre le sang royal dans un titan jusqu'à la fin des temps. Mais il n'aurait jamais laissé son ami mourir, pas après qu'elle lui ait sauvé la vie. Car, pour survivre dans ce monde cruel, parfois, il vaut mieux avoir le rôle du méchant. Ainsi, c'est naturellement dans une ultime inversion de genre que l'attaque des titans entame son arc final. Après les interminables changements de paradigme qui accompagnent le récit, après les révélations chocs et ses nombreux bouleversements, nous en revenons à l'image de l'assaillant capable de remonter le temps au point de départ. Car quand est-ce que tout cela a commencé? Je ne sais pas, mais je peux vous dire comment est-ce que tout cela va se terminer. Avec l'attaque des titans. À la différence près que cette fois-ci, nous voilà du côté des titans que nous avons juré de détester jusqu'à la fin. Après tant de belles paroles, de beaux messages, rien n'a changé et les erreurs du passé se répètent. Nous en revenons toujours à l'attaque des titans, celle où depuis toujours de gigantesques bipèdes anthropophages attaquent l'humanité. Celle qui porte le nom du titan assaillant, celle où un petit garçon arbore toujours le même regard ébranlé. Définition même du protagoniste principal, pour celui autour de qui l'histoire se forme, rien n'importe plus que ses propres motivations. Tendance à prendre pour seule référence le groupe social auquel on appartient et à le valoriser systématiquement,
l'ethnocentrisme est chez Eren Yeager une caractéristique primaire qu'il épouse pour offrir à ses amis la vie qu'ils méritent. Parce que je refuse que le reste du monde ait souffert autant qu'eux, il doit payer. Résolu, car il a lui-même écrit ce qui s'apprête à arriver, le chasseur ne peut en aucune manière se laisser dicter ses actions. Sa volonté de liberté est si forte qu'il offrira celle de ses amis, même si ces derniers refusent de l'obtenir au prix du grand terrassement. Victime de la malédiction d'Ymir, son rêve le plus cher est de leur offrir ce qu'il n'aura jamais, vivre le plus longtemps possible. Son plus grand souhait est donc de leur offrir la plus grande vertu qu'il estime trouver chez l'homme. Sa propre liberté. 相手が誰であろうと手こずらせ続ける。俺やお前らが来るまでな。エレンはいつもそうだろ。Eren Yeager n'a jamais changé et la lueur dans ses yeux est la même qu'au tout début, celle qui lui permet de tenir tête aux brutes de son quartier, de son île et finalement du monde entier. Redressant la notion de volonté à un tout autre niveau, c'est parce que Eren Yeager le veut que l'histoire s'écrit. Pourtant, est-ce la bonne solution ? Car, de l'autre côté de la mer, ses amis, pour qui il se bat, font tout ce qui est en leur pouvoir pour l'arrêter. Ces mêmes amis qui décrivent les actes d'Eren qu'il défend lui-même comme solution, comme l'incarnation absolue des écueils de l'histoire, à savoir répéter le cycle de la vengeance tout en supprimant l'histoire, ne permettant donc pas d'en apprendre les erreurs. Mais le chasseur n'a pas à se justifier face à la proie, car ce qu'il déteste par-dessus tout est de voir ses amis, qu'elles soient brunes ou blondes, s'écraser devant leurs misérables conditions. あの時気持ちいいと思った。体が壊れんのなんかせいせいするくらいだった。なんならこのまま死んでもいいってくらい。エレン Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout cela a commencé. Privez-moi de ma liberté et je vous priverai de la vôtre. Petit garçon violent, c'est ce monde qui a éveillé chez Eren Yeager son potentiel le plus terrible. Et le plus terrible est que c'est lui qui a écrit ce monde. Petit garçon instable et traumatisé par les horreurs de la guerre, c'est après avoir perdu sa mère qu'Eren Yeager s'est juré d'exterminer ses ennemis jusqu'au dernier. Incarnation de tout ce que l'histoire a fait de pire dans ce monde, le jeune homme est à la fin du récit ce pourquoi il a commencé. Clore le cycle de la haine et de la vengeance en annihilant la faction adverse. Parce qu'ils lui ont pris sa maman, il prendra celle des habitants du monde entier. Ainsi, les horreurs d'autrefois se dessinent à nouveau, et pour celui qui prétend mettre un terme au cycle de la vengeance, les titans, après 2000 ans, ressurgissent de l'eau pour supprimer la ville de Lago. L'histoire, tout comme ses erreurs, se répète. Alors, notre récit aussi. Parce que le temps n'a plus aucun sens, le début et la fin de l'attaque des titans ne font plus qu'un, à la différence près que le titan colossal n'est plus seul, et que comme lui, nous ne sommes plus du côté des humains. Le petit garçon au regard terrifié contemple enfin la courbe de l'horizon qui dessine un monde décidément trop petit pour qu'il puisse y étendre ses ailes. Alors, au diable le reste du monde, personne n'a autant souffert qu'Eren Yeager, car c'est lui qui décide de la souffrance des autres. Au diable le reste du monde, car c'est le diable en personne qui est venu le détruire. Pour gagner sa liberté, il faut se battre, et si l'on ne se bat pas, on ne gagne pas. Alors, bats-toi. Bats-toi même quand le poids entier de l'humanité s'écrase sur tes épaules. Bats-toi malgré le cœur pur de tes ennemis. Bats-toi pour ne surtout pas oublier. Bats-toi pour se tomber avant toi. Et bats-toi car tout ce qui importe, c'est d'aller de l'avant en tout lieu et en toutes circonstances. L'histoire n'est qu'une succession de conséquences et le vase déborde depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, le poids de 2000 ans d'histoire s'abat finalement sur le monde entier. L'histoire crie vengeance et les titans, comme punition, viennent nettoyer ce monde rempli d'erreurs. Depuis ce jour, il n'a jamais cessé d'avancer. Depuis ce jour, elle l'attendait. Depuis ce jour, il a juré de les exterminer tous jusqu'au dernier. Alors que commence enfin l'attaque des titans.